Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2025, il est 8 heures. Et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Amel? Ça Amel, va, toujours au rendez-vous. Hein? Ah oui, oui, oui. Ça va, Amel? Ça va, Ça merci. se passe bien? Ça va, ça peut aller. Là, alors, Amel, aujourd'hui, en compagnie de notre ami Ahmed Kelly-Kahsen, comme chaque samedi, nous allons aller du côté de Tlemcen. Et un peu loin dans l'histoire aussi, on va aller d'habitude, du 14e siècle cette fois-ci. Oula. C'est un voyage que Ahmed Kelly-Kahsen nous propose ce matin pour rencontrer donc une autre personnalité qu'il a choisie pour nous ce matin. Il s'agit donc d'un roi, un roi écrivain et l'un des rares qui se sont intéressés en sciences politiques vues par l'islam. Donc il s'agit de Abu Hamou Moussa Ziani. Et aussi, tu as déjà fait un entretien d'embauche au fait? Non, Non. jamais. Jamais, d'accord. Moi j'en ai fait une fois lorsque je suis rentrée à la télévision. D'accord. Voilà, c'était la seule fois. Alors, dans un entretien d'embauche, bien sûr, il y a beaucoup de questions qu'on pose et on va essayer de tout faire pour vous mettre un petit peu dans la gêne. Bah oui. C'est connu. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Alors, l'une des questions pièges qui risque aussi de mettre les participants Oui. dans la gêne, c'est un peu une question quels sont vos défauts? Rien que ça. Rien que ça. Alors, Abel, tu pourras répondre à cette question? Mes défauts, je dois en avoir, oui, mais c'est aux autres de juger, c'est pas à moi. Et bon, alors nous, on dira, Amel n'a pas de défaut. Ah si, non, j'en ai, Alors, j'en ai. n'est-ce pas, Maria Makak? Je suis sûre qu'elle va. Si, Mariam, j'en ai. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va dire, Maria Makak, mais. Je sais pas, mais c'est aux autres de le dire, hein, c'est pas à moi. Ben voilà, il y a Mariam qui te dit, moi je t'adore et je vois pas, je vois pas tes défauts. Voilà. Merci. Et pourtant, lorsque nous sommes dans un entretien d'embauche, c'est effectivement une question à laquelle il faut répondre. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, notre ami Yassine Yalla, qui sera parmi nous ce matin, il va nous donner quelques astuces pour trouver la bonne réponse et surtout convaincre et décrocher ou réussir cet entretien d'embauche. Et comme chaque samedi aussi, Nabil Kitouni sera parmi nous dans sa rubrique cinéma. Cette fois-ci, donc, il va encore une fois nous parler de films et de nouvelles sorties. Et comme chaque samedi aussi, Amina Zeri, elle sera parmi nous. Et cette fois-ci, donc, elle aura des artisans comme à chaque fois, donc pour parler et faire la promotion du patrimoine. Et aujourd'hui, c'est aussi le 8 février. Le 8 février, c'est aussi une date très très importante dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire de la Révolution, puisque on le dit à chaque fois que le sang des Algériens et le sang des Tunisiens se sont mêlés en cette journée, puisqu'il y a eu le bombardement de la colonisation française de la frontière algéro-tunisienne et une ville tunisienne particulièrement, Saqiet Sidi Youssef, là où effectivement le sang des deux populations se sont mêlés. Donc retour sur cet événement sanglant, encore une fois un autre crime de la colonisation française cette fois-ci, donc qui a été exécutée sur deux populations, donc notamment les Algériens et les Tunisiens. Nous allons en parler en cette matinée. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Sinon, il va faire beau aujourd'hui? Oh bah oui. Bah oui, la grimace, bah oui, on dit tout. Hein. Bah on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Bah, je peux te libérer, Amel, si tu veux. Hein. Ah oui, ça serait bien. Ouais, voilà. Je reviendrai quand il y aura de la pluie, c'est voilà, mieux. Tu reviendras quand il y aura de la pluie. Alors, au revoir. Il y aura plus de nouvelles à nous. Voilà. Mais on aura plus vivant, c'est plus... On aura quand même besoin de quelques petits détails. Mais bon. Les températures, par exemple. Les éphémérides, par exemple. Oh, on peut s'en passer. Hein, si, pour ceux qui font le jeûne, par exemple. Ah oui, c'est Ayam al-Bayd à partir de mercredi. C'est pas lundi? Non. Lundi 10, non? Alors, ça sera mercredi, jeudi, vendredi. D'accord. Pour ce mois de Chaban. Ok. Voilà. Alors, tu vas rester quand même. Je vais rester, non? Allez, c'est parfait. Ce sera juste après ça. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et elle nous dit qu'il y aura du soleil pour aujourd'hui. Eh oui, c'est la carte qui va parler. Hein, c'est la carte qui va parler, mais on aura quand même besoin de détails. Merci. Allez, c'est à toi.
Merci Nour, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura un ciel passagèrement nuageux, mais plus sur les régions sahariennes, également au nord. Mais par contre, ces nuages vont se dissiper, laissant place à un temps dégagé à peu nuageux sur les régions de l'ouest, le centre, avec toutefois mais quelques pluies en fin d'après-midi sur les côtes et les régions intérieures du centre. Vers l'est, eh bien, on aura un ciel partiellement voilé, puis le ciel deviendra progressivement nuageux, mais en soirée près des côtes est, qui vont donner mais quelques pluies par endroits en fin de nuit. La moitié sud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura des passages nuageux vers l'extrême sud, le Ghert Assidi et le sud du Sahara oriental. Partout ailleurs, rien à signaler, le ciel restera généralement dégagé, mais à noter des monts de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le nord du Sahara oriental. Les températures, eh bien, elles vont hausser, mais plus à l'ouest. Et Météo Algérie prévoit 20 degrés à Oran et Tlemcen, 17 à Alger, 15 degrés à Annaba, Tizi Ouzou, également Guelma, 12 Tiaret, Djelfa, 14 à Batna, 13 à Sétif, 11 degrés à Al Bayad. Au sud, eh bien, on relèvera 18 degrés à Ilizi, 19 Béchar Gardaya, 20 degrés à Biskra, 21 Insalah, 22 du côté d'Adra, 23 Tindouf et Janet, 26 Tamanrasset, 28 degrés à Bodj Bedjmokhtar et le maximum cette fois-ci à Ngzem avec 32 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes est, peu agitée sur les côtes centre, mais agitée sur les côtes ouest avec des vents faibles sur les côtes est. Les vents seront variables jusqu'à 30 km/h sur les côtes centre. Les vents seront du secteur sud et jusqu'à 50 km/h sur les côtes ouest et les vents seront du secteur sud-ouest. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord où on prélèvera quelques flocons de neige. Du côté de Washington cette fois-ci, mais il y a de la pluie bien sûr. Un ciel couvert à Montréal, également New York, mais le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Vancouver et en Californie. Peu nuageux à Mexico, mais dégagé à Dallas et Miami. Côté Mercure, moins 7 degrés à Montréal, 1 degré à Vancouver, 2 à New York et Washington, 17 en Californie, 24 Dallas, Mexico et enfin 26 degrés cette fois-ci du côté de Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Température plutôt stationnaire hier aujourd'hui, Amel. Toujours aussi élevé à l'ouest. Toujours aussi élevé à l'ouest. Et fraîche vers l'intérieur et le plateau. Il fait plutôt bon. Ah oui, ouais, voilà. Pour un mois de février. Pour un mois de février, pour un week-end. Exactement. N'est-ce pas? Ça va inciter les gens à sortir un peu. Effectivement, effectivement. Mais merci beaucoup, Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure dans le journal télévisé du midi, après celui de 19h. Demain, à partir de 8h, en compagnie de notre ami. Non, ce ne sera pas en compagnie de notre ami Radia, ce sera avec moi. Ah, d'accord. Ah, eh ben oui, je viendrai exceptionnellement demain. Voilà. On va laisser Radia se reposer un peu. Il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup, Amel. Continue. Alors juste un petit quelque chose avant de continuer. Aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle pour moi. Hein, voilà. Et alors aujourd'hui, je voudrais passer un message à ma maman, Rabbi Yahfadha. Je voudrais juste lui dire, maman, joyeux anniversaire. Longue vie à toi, on t'adore, on t'aime beaucoup et je te retrouverai tout à l'heure pour un gros câlin. Voilà. Et on continue, donc ça va être pause musicale comme chaque fois et cette fois-ci, ce sera en compagnie donc de Shamsou Friklen qui nous interprète de très belles chansons intitulées Tinhinan et on se retrouve juste après.
interpréter cette belle chanson donc intitulée Tinhinan. Et cette fois-ci, comme chaque samedi, nous retrouvons notre ami Ahmed Ghali-Ghassan. Cette fois-ci, donc comme je vous le disais au sommaire ce matin, il va nous emmener à l'ouest du pays, Tlemcen particulièrement, un petit voyage dans le temps, au 14e siècle, voilà, pour donc nous parler d'une personnalité, l'une des rares qui se sont intéressées donc en sciences politiques vues par l'islam. Donc il s'agit de Abou Hammou Moussa Ziani, mais ce sera juste après cela. Bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les spectateurs. Sabah al-khair alaikum. Comment ça va, Ahmed? Ça se passe bien? Très bien. Semaine plutôt mouvementée, plutôt calme, plutôt calme. On attend dans Ramadan, Inch'Allah, ça c'est ici, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est vrai qu'avec Ramadan, il y aura plus d'activités. Plus d'activités, sûrement. Voilà, certainement. Alors, aujourd'hui, on va aller du côté de l'ouest du pays. On va aller à Tlemcen, particulièrement à la rencontre d'un roi. C'est exactement un roi, mais un roi pas comme tous les autres. Vraiment, il se distingue. Abou Hammou Moussa Ziani, Abou Hammou Moussa Thani, donc c'est l'arrière-petit-fils d'Omar Hassan Ben Ziyan. C'est vraiment quelqu'un de très particulier. Premièrement, il a ressuscité la dynastie, parce qu'à un certain moment, donc la dynastie est tombée. Normalement, elle aurait dû être la première dynastie à disparaître. Après le Mouahidine, il y a eu les trois dynasties, les Hafsides, les Mérinides et les Ziyanides. Donc, hop, la Tlemcen a été occupée, donc ça, pendant presque une vingtaine d'années, où là, donc, la dynastie a disparu. Il a réussi à relancer, et puis, donc, à chaque fois, il rentre dans des guerres, que ce soit entre les tribus qui étaient un peu les tribus rivales à la sienne, ou là, les Mérinides, ou là, les Hafsides, ou là. Et il perdait, mais il revenait. C'est vraiment... هذيك تاع never give up, هذيك تاع faut jamais abandonner. Les armes, on n'abandonne pas. Jamais. Mais il est très curieux. Il recèle la guerre, il perd sa guerre, il revient. Et puis, c'était un homme de lettres, c'était un homme de sciences, il a étudié. Il est né à Grenade déjà. Donc, son père a été exilé par le roi qui était à Tlemcen, son cousin. Donc, il a été exilé. Il est né en 723 de l'Hégire à Grenade. Donc, à un an, peut-être moins d'un an, donc son père est rentré. Donc là, il étudie à Tlemcen. Tlemcen, donc au 8e siècle de l'Hégire, c'était les grands noms. Donc, c'était les élèves d'Ibn al-Imam, les élèves d'Ibn Najjar, Sharif Tlemceni. Et justement, à juste titre, c'est l'un des rares roi de Tlemcen à avoir bénéficié d'un livre, donc Abou Hammou Moussa Ziani, écrit par Abdelhamid Hadjiat. On lui a fait un hommage au lendemain de son décès, Birhamou. Donc, et c'est un pavé le livre, hein, donc c'est quelque chose comme 400 pages. Ah, quand même. Bien sûr, parce qu'on connaît dans le détail pratiquement, on ne connaît pas tout, dommage, on ne connaît pas son enfant, chez qui il a étudié, mais bon, on imagine que son père lui a ramené des précepteurs au palais pour lui apprendre des choses, à lui et aux autres princes, mais il était très intelligent, c'était un esprit très éveillé, donc il reprend. Donc tout de suite après, donc, il était très jeune quand il a pris les rênes du royaume de Tlemcen, et il a été le fondateur d'une nouvelle branche, Bani Abdelwad. Au début c'était Bani Ziyan, c'est Bani Abdelwad. Donc il s'est installé, et apparemment c'est à la 5e ou à la 6e année de son royaume qu'il a rédigé l'un des livres, l'un des rares, comme tu disais, sur la politologie, ou je ne sais comment on dit ça en islam, donc science politique. Et c'est rare, c'est vrai que c'est très rare. On parle de sciences politiques en cette période-là. On parle plus de guerre. Dans toute la civilisation islamique, on trouve le nombre de traités qui ont eu au sujet la politologie, donc ils sont moins que 20, donc peut-être moins de 12. Donc il y a Ibn Khaldoun dans sa Muqaddima, il y a 2 Andalous, et en Afrique du Nord, il y a pratiquement personne sauf Ibn Khaldoun et Abou Hammou Moussa Ziani. Soit dit en passant, Abou Hammou Moussa précède Ibn Khaldoun, donc c'est le siècle d'avant. Le siècle d'avant. Exactement.
Donc il a écrit, et puis c'est un roi, donc normalement un roi, donc il était, en plus il a eu une vie très mouvementée, donc les déplacements, il a vu pratiquement toute l'Afrique du Nord, l'Andalousie, il a tout visité, et à chaque fois il rentre, c'est des guerres pratiquement, il y a des guerres et des négociations aussi avec les chrétiens, les royaumes chrétiens du Nord, donc il y avait beaucoup de négociations, il y avait beaucoup d'affrontements, il y avait beaucoup de confrontations, donc il avait vraiment une vie très mouvementée, très chargée. Et on le sait parce que c'est documenté, que ce soit chez Abdelrahman ibn Khaldoun, chez son frère Yahya, ou chez l'autre Tinissi qui a écrit. Donc on sait très bien sa vie, c'est ce qui a permis aussi de rédiger la biographie. Donc, et puis il s'est intéressé, il a rédigé un traité de politologie. Donc on peut voir s'il y a moyen de voir le livre. Donc on voit, il y a plusieurs copies. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a aussi, donc il y a plusieurs copies manuscrites qui sont restées. Ah, dommage qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Voilà. Très bien. Là, on voit, comme ça. Merci la régie. Là, c'est une copie manuscrite et c'est l'une des rares représentations. Et donc, à gauche, on voit représenter Abu Hammoum Moussa Ziani avec son fils et son vizir. D'accord. Et c'est l'une des rares représentations qu'on trouve chez nous. Exactement. D'habitude, c'est le manuscrit persan où on a des représentations de personnes. Chez nous, en Afrique du Nord, donc je ne sais pas, mais la calligraphie est de chez nous. Donc c'est une calligraphie algérienne, la vieille calligraphie maghrébine. Donc je me pose toujours la question, mais j'ai tenu à ramener cette image juste pour montrer, de temps en temps, on a des surprises comme ça dans les manuscrits, exactement. Tu le disais bien, donc il a tellement voyagé, probablement il y a eu cette influence aussi qui a fait qu'on a pu introduire... Mais je ne sais pas si la copie est contemporaine ou peut-être un peu plus tardive, donc de temps en temps, on voit quelque chose, des surprises. Et puis, on trouve des copies de ce manuscrit pratiquement dans toutes les bibliothèques, les grandes bibliothèques, celles de Tunis, à Paris, à Londres. Donc il y a plusieurs copies. Et il y a eu aussi plusieurs éditions. Donc l'une des plus anciennes éditions, c'est une édition tunisienne du début du XXe siècle. Puis il y a maintenant plusieurs éditions critiques qui sont sorties. Parce que le traité est inévitable dans l'histoire de la science politique chez les musulmans. Donc, comment ils voyaient ça. Et j'imagine toujours d'actualité. Exactement. Mais ils voyaient, donc, quand on lit le traité, on voit que vraiment, ce qu'il écrit, il écrit sur la base d'une éthique musulmane. Donc, il est là, donc il parle à son fils, il y a Bounaya, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il y a bien sûr la référence au Coran, verset du Coran, à la Sunna. Et puis, il y a aussi, il raconte des anecdotes, surtout, il y a beaucoup d'influences abbassides, donc il cite beaucoup d'exemples, quelques faits de Mamoun, Haroun Rachid, etc., quelques histoires. Et puis, il classe tout ça dans des chapitres, donc la justice, l'armée, un peu d'économie, donc des thèmes qui sont d'actualité qu'on trouve. On appelle ça, maintenant c'est la gestion d'un État. Donc il explique tout ça à son fils sous l'angle de l'éthique islamique et c'est quelque chose de très important. Donc il a aussi été sujet, donc il y a Tinissi qui lui a consacré un livre, parce que le bonhomme était aussi poète. D'accord. Et il fêtait le Mouloud. C'est l'une des descriptions les plus anciennes et les plus complètes de la célébration de la fête du Mouloud au royaume de Tlemcen. Et c'est pour lui qu'on a aussi construit le Mengana. Le Mengana, c'est un automate. Donc, c'était à l'occasion du Mouloud qu'ils l'ont inauguré en 763, je crois. Et ils l'ont inauguré. Donc, c'est un automate. De l'Égypte. De l'Égypte, bien sûr. Bien sûr. On est donc.
Je fais exprès de citer Oui. l'Égypte pour pousser les gens à aller chercher, parce que comme c'est une datation qu'on n'utilise plus, donc Oui. le calendrier, on le met un peu en avant. Là, c'est l'ancienne édition, c'est l'édition tunisienne, donc c'est fin du 19e, début du... Donc, et on voit aussi que même les premiers imprimés, donc l'impression quand elle a commencé, il y avait aussi, elle était sous l'influence des copies manuscrites, donc les arabesques, les détails de décoration, donc ils ont gardé l'élan. C'est tout à fait normal, ça fait partie de... Maintenant, on a tendance à publier comme les Occidentaux, Oui. donc on perd un peu notre âme. Donc c'est juste pour montrer la phase de transition. Donc il a laissé beaucoup de poètes, donc de poèmes, pardon, à l'occasion du Mouloud. Là c'est la copie, l'une des copies, c'est la copie de la Bibliothèque nationale de Tunis. Donc on voit, c'est une référence dans la politologie. Donc les gens lisaient ça parce que pour apprendre, quand on rentre, donc on cherche un peu à comprendre si on est gouverneur, si on est prince, si on est même calife. Donc on veut savoir comment on peut faire. Donc on apprend les uns des autres. C'est un livre de référence. Là c'est la première page de l'édition, de la première édition, l'édition tunisienne. كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك. Donc, واسطة السلوك في سياسة الملوك. Donc, et toujours avec les... Ornementation très riche, hein, en exactement. tout cas. Donc, et il a écrit donc, à chaque célébration du Mouloud, donc c'est son premier, le premier poème cité, c'est le poème du roi, bien sûr. D'accord. Et il a vécu très vieux, donc à la fin, il s'est chamaillé avec son fils, donc, Oui. à qui il a écrit le livre. Non, il a perdu un peu Par la suite, c'est le fils qui a pris le dessus, parce qu'il avait, donc il est resté quand même au pouvoir très longtemps, entre 20 et 30 ans. Donc, mais vraiment, c'est un gars, un battant, un téméraire. Exactement, c'est un battant. Donc, il s'est accroché, donc il s'est battu jusqu'à la fin, et il a fait beaucoup de choses. Donc, c'est l'une des références maintenant. C'est la fierté de la dynastie zianide. Donc c'est vraiment, on appelle ça Aqdul Qilada, donc c'est le médaillon du collier. Donc c'est vraiment, il est au milieu. Donc il y a le fondateur, Omar Hassan, et puis il y a tous les autres rois. Mais lui, il se distingue par cette caractéristique. Rien que ressusciter toute une dynastie. Exactement là. Donc il a ressuscité. Ah oui, il a aussi, on a de lui aussi une bâtisse, donc un vestige. On a quand même des traces. C'est la mosquée de Sidi Ibrahim al-Mousmoudi à Tlemcen. Elle est encore, donc l'occupation française l'a épargné. Donc, on peut voir peut-être les images. Oui, donc, alhamdoulilah. Il y avait la mosquée, il y a le darih, où il a enterré son père et ses oncles, et il y a la zaouia, la médersa. Oui. Donc, la médersa a été détruite, il n'y a qu'une partie de tout l'édifice qui est restée. Donc, elle est encore... et on trouve beaucoup de choses. On trouve zillij, entre autres. On trouve les arabesques, on trouve la décoration, qu'on appelle ça donc il y a plein de décorations, donc le style, on voit que c'est très vieux chez nous, donc donc je ne sais pas si on peut voir, donc apparemment on voit pas, il n'y a pas d'image. Donc de tout ça, donc de tout ce qu'il a fait, donc la construction, la gestion, la politologie, et il était poète, donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, pour un roi, il a eu quand même une vie très très mouvementée. Hein. Exactement. Les rois, généralement, on ne trouve pas beaucoup de temps pour se consacrer un petit peu à l'écriture. C'est ça, donc, et c'est en réponse aussi à ce qu'on avait dit la dernière fois du roi Mouiz Ben Badis, donc le livre qu'il a écrit sur le qalam, etc., sur l'écriture, donc la calligraphie, donc la production du manuscrit. Donc on a dit que certains disent que c'est pas normal parce qu'il peut pas, il était roi, donc c'est un livre très technique, il n'a pas le temps. Là, le bonhomme, on voit qu'il a eu le temps, donc il était roi, une vie très mouvementée, mais il a écrit plusieurs livres, on a écrit pour lui, donc il était poète, à chaque fois il venait, donc il donnait des poètes chaque mouloud, et il le dit à son fils aussi, fais très attention, tu continues à célébrer le mouloud, et voilà. Et c'est une tradition qui est restée plus d'un siècle, donc plus d'un siècle documentée, donc on ne sait pas par la suite.
dans le livre aussi, Wasitat Soulouk, il raconte une anecdote. Donc, il dit qu'une fois, il a reçu une ambassade mérinide. Donc, c'est un gars qui est venu négocier l'histoire des frontières avec les Mérinides. Et il donne la description du négociateur. C'est un vizir mérinide qui est venu. Il dit qu'il était très conciliant, très doux, très gentil. Il a vu en lui, il était suspect, donc c'est un hypocrite qui vient. Donc il l'envoie passer quelques jours chez lui. Donc comme quoi ils n'ont pas changé. Donc... Voilà. C'est une anecdote qui donne vraiment, qui résume un peu la situation. Et qui reste toujours d'actualité. Exactement, c'est bizarre. Donc comme quoi il faut vraiment lire dans le détail tous les livres, parce que des fois on tombe... l'impression qu'il était aussi profiler finalement. Hein, donc, comme s'il était avec nous. Oui. Donc oui, on aurait dû classer le kaftan ensemble. Oui, voilà, donc, on vous connaît. On aurait dû écouter Abou Hamma Moussa depuis le temps. Depuis le temps, oui. Exactement. Depuis le XIVe siècle. Exactement, déjà. Ça fait déjà 6 siècles. Voilà. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Encore une fois, Ahmed, on se retrouve samedi prochain pour une autre rencontre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed Ali. Bonne semaine. Il y a des activités en vue pour cette semaine? Je ne sais pas, c'est au jour le jour. Oui, c'est au jour le jour. Tu nous diras samedi prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed. Et on continue cette fois-ci. Nous allons donc nous intéresser au sommet de la FinTech et du e-payment. Et c'est Samia Bouarour qui s'y intéresse dans ce compte rendu. On se retrouve juste après. L'an 2025 sera une année clé pour la FinTech en Algérie, d'après les responsables du secteur, avec la généralisation du paiement électronique et des réformes législatives, et ce, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à encourager l'innovation, l'inclusion financière et les partenariats entre start-up et entreprises locales. Et l'objectif d'organiser ce sommet, c'est faire rencontrer les parties prenantes de l'écosystème باش يحكيو ما بيناتهم باش يتلاقاو وهذه c'est la 3e édition ماشي la première édition. Donc à chaque fois après la fin de l'événement نديروا des recommandations, on propose des recommandations معناتها الكامل اللي عندهم علاقه les partenaires à partir du gouvernement نمدوا les ministères des recommandations et le plus important c'est les recommandations ياخذوهم en considération. La 3e édition de la manifestation a connu la participation d'experts d'hommes d'affaires et d'investisseurs en vue de discuter des questions principales dans le domaine de la technologie financière et du commerce électronique, à travers des conférences, des ateliers de travail et des séances de réseautage professionnel. Je suis acteur dans tout ce qui concerne la blockchain, Web3 et aussi l'intelligence artificielle. Il y a un proverbe qui dit tout ce qui marche ailleurs, on peut le transposer, c'est un projet positif. En Algérie, on peut. Par exemple, la traçabilité alimentaire, la traçabilité qui permet d'augmenter la confiance, c'est quelque chose qu'on peut le transposer dans le marché algérien. Et d'ailleurs, il y a des projets qui travaillent là-dessus. Je suis ravi qu'il y ait des projets de digitalisation, comme le Battle Startup que l'on est en train de vivre, auquel j'étais jury. Il y a un projet de digitaliser tout le process bureaucratique. C'est vraiment une grande chose. Bon, je pense que l'Algérie a de bons avenirs devant elle. L'auto-entrepreneur est l'une des réalisations les plus importantes du secteur, d'autant plus que des dizaines de milliers de jeunes en ont bénéficié. Spinet, donc c'est une start-up qui font des solutions connectées, à savoir des cartes visites connectées avec NFC et QR code. Et il y a tout un système derrière, ils ont développé une application qui va faciliter le networking et avoir une centralisation de tous les contacts. الفكرة تاع فيف هي منصة متاجر إلكترونية، يعني المستعمل تاع فيف يدخل ويسجل حساب عندنا، ومن بعد هذاك الحساب يقدر ينشأ عدة متاجر إلكترونية ببساطة دون الرجوع ولا دون الحاجة إلى مطور يعني. Dans la start-up, on a 3 solutions. 2 solutions visées en B2B et une application mobile visée en B2C. Cette solution permet de gérer le portefeuille des citoyens algériens qui dépensent beaucoup trop dans leurs courses. Fawtara, c'est une plateforme تخلي أي جمعية entrepreneur شركة تحب تكري دي فاكتور ديجيتال ومعناتها نقدر نقول لا ديماتيرياليزاسيون دو لا فاكتوراسيون.
Donc la facturation ترجع digital. ودرنا بها la première expérience تاع la vente des actions en ligne تاع une start-up. والمره هذه راه يصرى فيها la vente des actions تاع la banque BDL. Une nouvelle compétition s'introduit dans le champ des concours dédiés exclusivement aux startups pour booster celles-ci dans les secteurs stratégiques identifiés par les pouvoirs publics. On fait le lien entre les entreprises et les divisions de recherche dans les universités. Il faut que les deux mondes se parlent. On est content qu'on a quand même un ministère de start-up, ce qui est quand même rare, voire unique. Je suis vraiment ravi d'avoir que les autorités ont pris plein le corps ce sujet. Après, il faut absolument encourager les capitals risques d'investissement. En Algérie, pas tout le monde qui croit au risque. Il faut absolument encourager ces investissements, faire de l'acculturation, l'inclusion financière, pour qu'on puisse croire à des projets. Cette édition était une occasion pour réunir les professionnels du secteur et les experts internationaux pour échanger les idées et les expériences. Et voilà, c'était donc un compte rendu autour de la 3e édition donc, du sommet de la FinTech et du e-payment. C'était un compte rendu donc, de Samia Bouharour. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux entretiens d'embauche. Donc si on vous dit donc, un entretien d'embauche, bien entendu, ça va être beaucoup de questions qui vous mettront un petit peu dans la gêne et surtout comment répondre à ces questions, comment garder son calme, comment éviter de tomber dans des pièges. Eh bien, ce sont des questions auxquelles répondra notre ami Yassine Yala, mais ce sera juste après cela. Yassine, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va? Ça va, ça se passe bien? Très bien, je te remercie. Alhamdulillah. L'entretien d'embauche, généralement, c'est un moment très redouté, on va dire, par les candidats. Par les candidats, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont redoutées, mais s'il y a une question aussi, l'une des plus redoutées, c'est la suivante. Quels sont vos défauts? Quels sont vos défauts ou quel est votre défaut? Voilà. C'est déjà pas facile de parler de ses qualités. Alors, les défauts... Pourquoi? Alors, on va voir ensemble justement pourquoi cette question est posée, comment y répondre intelligemment et surtout quels sont les pièges à éviter. Effectivement. Voilà, comment impressionner le recruteur sans vous auto-saboter. Surtout, voilà. Parce que c'est vrai que ce sont des petites astuces comme ça qui font toute la différence. Absolument. On peut faire un très bon entretien, il suffit de mal répondre, de tomber dans un piège pour une seule question et tout l'entretien. Pour que vous soyez éliminé. Voilà, alors on va commencer par le commencement. Finalement, pourquoi on pose cette question effectivement? Alors cette question est posée pour un ensemble de raisons. Premièrement, le recruteur veut voir votre capacité à l'auto-évaluation. Il veut voir si vous avez suffisamment de recul par rapport à vous-même. Il veut voir si vous êtes conscient de vos points faibles ou de vos axes d'amélioration. Alors si vous dites par exemple, alors une personne par exemple qui ne voit qu'elle n'a aucun défaut, peut être difficile à gérer une fois qu'elle est mise dans un environnement de travail. Okay? Alors si un candidat répond par exemple, non ça va, moi je n'ai absolument aucun défaut, le recruteur va penser que soit elle manque totalement d'humilité, soit cette personne est en train de mentir et dans les deux cas, ce n'est pas bon signe. Et soit c'est une personne qui n'a pas assez de recul, qui ne se connaît pas assez, on aura du mal effectivement à l'intégrer dans l'équipe. Tout à fait. Alors, deuxième raison pourquoi cette question est posée, alors le recruteur veut vérifier votre degré de transparence et d'honnêteté. Alors, si un bon employé, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses lacunes et qui sait s'améliorer. Alors, c'est ça justement. Alors, un recruteur peut facilement repérer une réponse qui est trop préparée ou une fausse modestie. On reviendra dans un moment par rapport aux réponses à ne pas donner et aux fausses modesties justement. Une raison pour laquelle la question est posée, le recruteur voudrait également analyser si vos défauts sont compatibles avec le poste. Attention, ce ne sont pas tous les défauts qui sont problématiques, ce ne sont pas tous les défauts qui sont éliminatoires, ce ne sont pas tous les défauts qui sont rédhibitoires. Mais si par exemple vous candidatez pour un poste de comptable et vous dites « mon problème est que je suis un peu désorganisé », là, ça peut poser problème parce qu'un comptable se veut organisé, méticuleux, etc. À jour, un comptable est justiciable. Donc, forcément, si vous dites « je suis désorganisé », c'est mauvais signe. Oui. Voilà. Procrastinateur, par exemple, alors là... Oui, on l'est tous un petit peu. On l'est tous un petit peu. Et aussi, et c'est ça justement la partie la plus importante, le recruteur veut observer comment vous gérez vos faiblesses. L'objectif est de voir si vous êtes capable d'évoluer. Attention, on ne cherche pas un candidat parfait, on cherche un candidat
qui sait s'adapter et qui sait évoluer. Oui. Voilà, donc ce sont les raisons pour lesquelles cette question est posée. Donc finalement, il ne faut pas avoir peur de cette question, il suffit juste de savoir donc comment y répondre. Comment y répondre? N'est-ce pas? On verra maintenant comment répondre, mais avant ça, quels sont les pièges à éviter? Oui. Alors il y a toujours des réponses qu'on donne, des clichés, des réponses qui sont un peu trop utilisées, et la plus souvent c'est quelle est la réponse qu'on donne? Je suis trop perfectionniste. Voilà, je suis perfectionniste. Alors cette réponse, j'ai envie de dire, elle est maintenant insupportable. Oui. Voilà, alors si personne n'y croit, perfectionniste, est-ce vraiment un défaut d'être perfectionniste? Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et puis, si vous dites ça, ça peut ne pas jouer en votre faveur. Si vous êtes tellement perfectionniste que vous risquez d'être insupportable lorsque vous êtes mis dans une équipe, là, ça peut poser problème aussi. Alors attention, c'est une arme à double tranchant. Il y a aussi une autre réponse que j'entends souvent et qui me fait sourire. Moi, je travaille trop, je carbure au travail, je travaille énormément. Alors, il n'y a aucun recruteur qui va dire « embauchons-le, c'est un martyr du travail, le pauvre ». Non, et personne ne tombe dans le panneau aussi. Il y a aussi une réponse qu'on donne, mais qui n'a absolument aucun réel impact professionnel et qui est trop vague. Moi, je suis trop gentil. Oui. Voilà. Je suis trop gentil. Alors, attention, cette réponse aussi, elle n'a aucun impact. Trop gentil, est-ce que c'est bon pour le poste? Ou trop gentil, c'est pas bon pour le poste? On ne cherche pas nécessairement quelqu'un de gentil, on cherche quelqu'un qui est capable d'être rentable. Voilà, d'être productif, exactement. Voilà, donc ça c'est... Ce sont des réponses clichés. Hein, ce sont des réponses clichés. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça justement, c'est la fausse modestie ou les faux défauts. Aussi, ce qu'il faut éviter de faire, attention, c'est se tirer une balle dans le pied. Oui. Il faut éviter. Alors, certains défauts sont à proscrire immédiatement. Si vous dites, par exemple, mon problème, c'est que j'arrive souvent en retard. Personne ne veut recruter quelqu'un qui n'est pas ponctuel. Si vous dites, je suis trop direct, l'ihnahna, c'est une réponse que j'entends souvent. Voilà, je suis trop direct et je suis impulsif. Là, ça risque de poser problème lorsque vous êtes mis aussi dans une équipe, quand ça concerne la gestion du stress et le travail en équipe. Quand vous dites aussi, alors ça c'est dangereux, mon problème c'est que je ne supporte pas l'autorité. Là, vous êtes en train de dire à votre recruteur que vous allez être ingérable une fois mis dans un environnement de travail. Voilà, donc ça c'est... il faut éviter après c'est vrai que Yacine, ce sont des réponses qui reviennent très souvent, mais probablement la personne le dit, mais elle ne comprend pas réellement ce qu'elle est en train de dire. Donc probablement, je ne supporte pas l'autorité, probablement on parle d'un comportement particulier et qui va être perçu autrement par le recruteur. Absolument, mais ce n'est pas, mais dire les choses comme ça directement, je ne supporte pas l'autorité. C'est un piège. Voilà, il ne faut pas dire ça parce que vous dites tout simplement, comme je le disais il y a quelques secondes, vous dites tout simplement à la personne qui va vous recruter que vous risquez d'être difficile, que si on vous demande quelque chose, vous allez automatiquement bloquer ou peut-être faire le contraire ou ne pas le faire du tout. Ce qu'il faut aussi éviter de faire, c'est être trop négatif, c'est-à-dire ne pas transformer cette question en séance d'autoflagellation. Il ne faut pas dire « moi, je suis désespérément désorganisé, je suis nul en communication, je panique sous pression, je n'ai qu'une année d'expérience, donc je n'ai pas… » Non, ce n'est pas grave d'avoir une année d'expérience si vous avez fait ça tout le temps, tous les jours, au point que ça devienne une compétence inconsciente. Au contraire, c'est vendable. Vous êtes parfaitement vendable pour le recruteur. Il ne faut pas se contenter de montrer un défaut, de parler d'un défaut, mais montrer que vous travaillez dessus. Et c'est ça, justement, la partie la plus importante pour le recruteur. Donc finalement, le recruteur, lui, n'est pas un monstre. Hein, donc pas du tout. C'est ce qu'on doit comprendre déjà avant d'aller à un entretien d'embauche. Donc on cherche juste des personnes qui veulent s'intégrer, qui veulent s'améliorer. Absolument. Alors, ce qu'il faut retenir, les pièges à éviter, c'est ne pas transformer la séance en séance la question en séance d'autoflagellation, c'est-à-dire éviter d'être trop négatif. Ne pas se tirer une balle dans le pied en donnant des réponses qui peuvent être éliminatoires pour le poste, et aussi éviter la fausse modestie, comme on le disait, ou le perfectionnisme. Voilà, ou les faux défauts. Voilà, je suis perfectionniste, et la réponse par excellence, justement, pour illustrer ça. Alors, justement, quelles sont les bonnes réponses qu'on peut donner par contre? Il y a des défauts qui sont bien appréciés, on va dire. Tout à fait. Vous pouvez même transformer vos défauts en atouts. On va voir ça. Alors, comment répondre intelligemment? Alors, il faut choisir, premièrement, un défaut qui ne met pas en péril le poste. L'astuce, c'est de choisir un défaut qui peut être amélioré ou qui peut être perçu comme un atout. Si vous dites, alors je vais donner un exemple. Alors, vous dites, par exemple, moi, j'ai parfois du mal à déléguer
car j'aime que les choses soient bien faites et j'ai tendance à croire que si je ne fais pas les choses moi-même, j'ai tendance à croire qu'elles ne seront pas suffisamment bien faites. Mais j'ai appris à faire confiance à mes collègues et depuis, je suis beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Voilà, donc ce défaut, vous avez parlé d'un défaut et vous avez dit justement qu'est-ce que vous avez fait pour l'améliorer. Pour l'améliorer. Alors, le schéma est le suivant. Il faut énoncer. Alors, vous avez cette question, vous énoncez votre défaut, soyez honnête, mais stratégique en même temps. Sans tomber dans le piège. Sans tomber dans le piège. Dites comment ce défaut se manifeste et surtout, il faut dire ce que vous faites, comment vous travaillez dessus pour que ce défaut soit amélioré. Et c'est ça justement la partie la plus importante de la question. C'est ça la partie la plus importante. Je peux très bien répéter l'exemple. Vous dites, voilà, moi j'ai du mal à déléguer, j'ai tendance à croire que si je ne fais pas les choses moi-même, elles ne seront pas bien faites. J'aime que les choses soient bien faites, c'est ça le problème. Mais j'ai appris à faire confiance à mes équipes et depuis, je partage mieux le travail, avec leur aide d'ailleurs, et depuis, j'ai gagné en productivité et en efficacité. Et là, c'est bon. Voilà. Là, même le recruteur, finalement, il arrive à faire confiance au candidat. Absolument. Seulement, Yacine, il y a une question qui se répète très, très souvent chez les candidats. Donc, effectivement, là, on est en train de développer un défaut, de développer, on va dire, une réponse. Mais les candidats se disent souvent, en tout cas, c'est ce que j'entends, se disent souvent, le recruteur n'a pas le temps de m'écouter. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Donc le candidat, il est là pour, le recruteur, il est là donc pour écouter, parce que le candidat a tendance à répondre par un mot, deux mots, et ils ne vont pas dans le développement de la réponse. Alors tout dépend aussi du poste pour lequel on candidate. Il y a des postes où vous avez besoin de mettre toutes vos compétences en avant. Alors il faudrait s'exercer. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, il y a tous les ouvrages qu'il faut maintenant aussi. On peut voir un podcast avant d'aller en entretien de recrutement pour voir les questions les plus répandues. Alors le recruteur, il est là pour vous écouter, mais aussi, il faut aussi, le recruteur, un bon recruteur, vous dit avant l'entretien, ou juste avant l'entretien, lorsque vous êtes reçu, que ce soit en visioconférence ou en présentiel, il vous dit immédiatement que vous êtes là, alors que nous allons passer 1 heure ou 1 heure et demie ensemble, ou 45 minutes ou une demi-heure. Donc à vous, gérer son temps. Il faut savoir gérer son temps et aller à l'essentiel. Il est inutile de répéter les informations énumérées dans le CV, parce qu'il a d'ores et déjà le CV sous les yeux, mais il faut aller, justement, il faut dire ce que vous avez accompli. C'est surtout la motivation. C'est surtout ça qu'on a envie d'entendre dans l'entretien de recrutement. Qu'est-ce que j'ai accompli? Voilà. Qu'est-ce que j'ai accompli? Essayez de parler de chiffres. J'ai géré une équipe de 40 personnes et j'ai aidé l'entreprise à garder les talents pendant 5-10 ans. Là, c'est plus vendeur que... Voilà. Donc, essayez de choisir ce que vous avez accompli, de parler de ce que vous avez accompli, car c'est ce qui est... voilà. Et surtout, à vous de gérer votre temps. C'est ça. Tout comme le recruteur. Donc, s'il vous dit que vous avez 1 heure, vous savez qu'il a du temps pour certaines réponses et moins de temps aussi pour... il faut être stratège, encore une fois, comme tu le dis. Voilà, absolument. Alors aussi, si on postule, par exemple, je disais à un moment qu'on peut aussi transformer son défaut en atout. Alors, si vous postulez, par exemple, pour un poste de comptable, il ne faut pas dire « je suis désorganisé », mais dites plutôt « je suis plutôt méticuleux, ce qui me pousse à vérifier le travail plusieurs fois avant de le remettre. » Voilà. Si vous êtes, par exemple, vous postulez dans un poste en communication, ne dites pas que vous détestez parler en public et que vous n'aimez pas la prise de parole en public. Dites plutôt que vous avez longtemps eu du mal à prendre la parole en public, mais que vous vous exercez, que vous avez peut-être suivi une formation, que vous enregistrez vos interventions, que vous filmez vos interventions sur votre téléphone portable et vous vous regardez en train de présenter. Donc ça, c'est beaucoup plus vendeur aussi et accrocheur pour le recruteur. C'est comme ça qu'on transforme son défaut en atout. Voilà, donc finalement, des petites choses comme ça qui font toute la différence. Des petites astuces. Encore une fois, comme je le disais il y a quelques minutes, le recruteur ne cherche pas le candidat parfait, juste quelqu'un par rapport à cette question. Quels sont vos défauts? Nous en avons tous, même le recruteur est un être humain. Donc, mais surtout, on cherche un candidat qui connaît, qui sait prendre du recul par rapport à lui-même, qui sait s'auto-évaluer et aussi qui fait tout pour s'améliorer et pour progresser. Et c'est ça justement qu'il faut retenir. Voilà, donc ça c'est l'objectif de l'entretien d'embauche d'une manière générale et de cette question. De manière particulière. Très bien. Voilà, merci beaucoup Yacine pour tous ces conseils. Donc
très, très particulier. Hein, donc Voilà. il faut juste être stratège, comme tu le dis Absolument. si bien. Donc on se voit samedi prochain. Samedi prochain, Inch'Allah, pour Inch'Allah. d'autres conseils. Pour d'autres conseils. Merci beaucoup, Je te remercie. Yacine. Donc, très bonne semaine. On continue. Cette fois-ci, ça va être page d'histoire que nous allons ouvrir en votre compagnie. Mais avant cela, donc, nous allons aller du côté du musée du Moudjahed en compagnie de Feriel Cheikh qui nous fait découvrir ce musée dans ce reportage. Le colonialisme français a été marqué par une violence extrême, exercée par l'armée coloniale française contre le peuple algérien. Massacre des civils, torture, a causé de lourdes pertes. Nous nous sommes rendus au musée du Moudjahed, un lieu de mémoire et de respect envers ceux qui ont combattu pour la liberté du pays. Parmi les visiteurs, un homme d'un certain âge attire notre attention. Son regard s'attarde sur les vitrines exposant les armes, les lettres et les objets personnels des combattants de l'indépendance. L'ennemi français a commis plusieurs tortures. Ils ont commencé au début par les massacres d'El Oufiya à Al-Harraj, où plusieurs martyrs sont tombés au champ d'honneur. Sans oublier les victimes de la période de la résistance populaire et sans oublier aussi les enfumades commises par le colonialisme français comme les enfumades de la Dahra à Mostaganem en 1845, au cours desquelles des milliers d'Algériens sont morts dans cette enfumade. Devant une reconstitution d'une scène de martyr, les visiteurs s'arrêtent. Émus, Ahmed Zabana, premier combattant du FLN, guillotiné par l'armée coloniale française le 19 juin 1956 à la prison de Belbarousse, Serkadji. Les Français ont essayé par tous les moyens de torturer et de déraciner tout un peuple. L'application du courant électrique sur les parties sensibles du corps, immersion dans l'eau jusqu'à étouffement, les brûlures par le feu ainsi que par d'autres moyens. On va parler sur la politique de la terre brûlée. On va parler aussi sur la France qui a essayé par tous les moyens de créer des centres de torture, des camps de concentration, des prisons. C'est pour faire isoler le peuple algérien de sa révolution. On parle sur la maltraitance des Algériens. On va parler aussi sur la femme algérienne qui a beaucoup souffert, des femmes qui ont été torturées, violées, et filmées d'une façon inimaginable. On va parler aussi sur les crimes du bombe incendiaire du napalm aux effets dévastateurs sur l'homme et la nature, et sans oublier aussi les essais nucléaires. Dans le premier essai, c'était le 13 février 1960 à Regen au Sahara. Ils ont utilisé des Algériens et des animaux comme des cobayes, et le peuple algérien n'oubliera jamais les crimes du colonialisme français. Notre visite a été un moment fort en émotion et en réflexion. Ce musée raconte l'histoire d'un peuple, de ses sacrifices et de son combat pour la liberté. Le devoir de mémoire est essentiel afin de préserver l'histoire de l'Algérie pour les générations futures. Voilà, c'était donc un reportage, c'était une visite guidée donc, du côté du musée du Moudjahed qui retrace effectivement des scènes d'horreur, hein, des scènes donc, de torture, qui revient sur l'histoire d'Algérie et particulièrement cette période coloniale où la population algérienne effectivement a beaucoup souffert, mais pas que, puisque un certain 8 février 1958, les sangs de deux populations se sont mêlés, à savoir le sang des Algériens et aussi des Tunisiens, puisque la ville de Sariat Sidi Youssef, donc une ville tunisienne, a été bombardée en ce jour. Nous en parlons ce matin, donc en compagnie de notre ami Sami Qaïdi. Sami, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Sami? Bien, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir. Effectivement, c'est très important de revenir sur cette date du 8 février 1958, car notre pays, mais également la Tunisie voisine, célèbre le triste 67e anniversaire. Alors, je ne sais pas si tu avais remarqué, j'avais fait un lapsus, mais un lapsus révélateur. Au lieu de dire 8 février, j'ai dit 8 mai, mais ce sont deux dates complètement sanglantes que l'Algérie a connues. Et qui, au final, se ressemblent, car notre combat libérateur
depuis bien avant la glorieuse révolution, celle du 1er novembre 1954, est riche en dates, en sacrifices. Le peuple algérien a consenti au sacrifice suprême pour que vive notre pays. Des crimes contre l'humanité, carrément. Des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire que... Si on parle juste des enfumades de la Dahra, on peut en parler... Très longuement. Très longuement. Effectivement, notre peuple a subi dans sa chair les affres du colonialisme, a lutté en consentant, comme je viens de le dire, au sacrifice suprême. Vous savez, selon plusieurs historiens, seuls 2 pays ont connu une révolution absolue, c'est-à-dire à 360 degrés. Vous savez, le Vietnam et l'Algérie. Effectivement. Et notre pays est allé jusqu'au bout de ce processus révolutionnaire et a arraché de haute lutte son indépendance, mais il a dû passer par des heures assez noires et assez douloureuses. Le 8 février, il convient quand même de revenir un peu sur les faits. Le 8 février 1958, l'armée coloniale française, avec un escadrille composé de 11 avions, des B-26, s'est attaquée à la localité tunisienne de Saqiet Sidi Youssef, localité qui est frontalière de la wilaya de Sogaras. Et il faut rappeler que cette attaque a été un massacre sans nom. 79 martyrs, dont une vingtaine d'enfants et 11 femmes. Ils ont choisi aussi un moment assez important, c'est celui du marché hebdomadaire pour frapper cette population civile. Et ils se sont... Sous prétexte qu'il y avait des Algériens. Droit de poursuite, mais il faut savoir que c'est une violation claire, nette et précise de la souveraineté tunisienne, car la Tunisie était indépendante à ce moment, et la Tunisie a payé également dans sa chair son soutien à notre glorieuse révolution. Et il faut dire que ce crime de guerre constitue un crime contre l'humanité, car effectivement 79 martyrs sont tombés, des civils, et même un convoi de la Croix-Rouge. Et permettez-moi de faire quand même ce parallèle assez troublant. Aujourd'hui, c'est les mêmes images qu'on voit en Palestine, au Liban, les Libanais qui sont aussi frappés car ils soutiennent le peuple palestinien. La Croix-Rouge chez nous, vous remplacez cela avec l'UNRWA et vous avez strictement le même parallèle. C'est l'histoire qui se répète. Et finalement, c'est l'histoire qui se répète. Vous savez pourquoi? Car le général Giap avait laissé, je vais dire une phrase qui retentit plus que jamais aujourd'hui, c'est que le colonisateur est un mauvais élève. Voilà. Et justement, nous allons revenir, Samy, en image donc, à cette date, donc cette date sanglante, le 8 février 1958, dans ces images que nous a préparées Ismaël Belkhaïdia. On se retrouve juste après. Le 8 février 1958 est une date lugubrement célèbre dans l'histoire étroitement commune entre l'Algérie et la Tunisie. La France coloniale montrera son visage barbare à travers le bombardement de la petite localité frontalière Saqiet Sidi Youssef, accusée de servir de base de repli et d'aide logistique aux moudjahidines algériens de l'armée de libération nationale qui luttaient pour l'indépendance de leur pays. Ayant choisi un jour de marché hebdomadaire où la population se concentre pour faire les emplettes quotidiennes, l'aviation française lancera un raid d'une rare violence et bombardera des villageois innocents. Des enfants, des femmes et des personnes âgées seront tuées par les salves des avions de l'armée coloniale qui n'épargnera même pas les véhicules de la Croix-Rouge qui distribuaient des aides aux camps de réfugiés. L'école, le marché et les habitations tomberont en ruine sous les bombes meurtrières françaises, faisant plus d'une centaine de morts, dont des enfants âgés de moins de 11 ans et d'innombrables blessés. Le bilan du carnage est très lourd. L'ambiance était apocalyptique à Saqiet Sidi Youssef, qui sortira de l'anonymat d'une funeste et triste manière. Chaque année, l'Algérie et la Tunisie commémorent cette date symbolisant la barbarie coloniale de la France qui s'en est pris à d'innocentes victimes n'ayant aucun moyen de se défendre. Le 8 février est également un moment de communion entre deux pays frères qui n'ont jamais oublié ce massacre. Terribles images. Des images qui illustrent la barbarie et la sauvagerie du colonialisme français, qui est, il faut-il le rappeler, l'un des plus barbares dans l'histoire.
car, on a vu dans les images, Samy, excuse-moi, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, un jour de marché. Qui va au marché finalement si ce ne sont des femmes, des personnes âgées et les enfants. Et figurez-vous que cette attaque barbare visait exclusivement les civils. Et il faut dire que le sang tunisien et algérien, les réfugiés algériens qui étaient en Tunisie, dans cette localité qui n'est pas très loin d'El Kef, hein, de la ville tunisienne d'El Kef, et bien ce sang s'est mêlé. Et cet événement tragique illustre aussi, somme toute, cette solidarité dans la lutte des peuples algériens et tunisiens qui ont consenti finalement au sacrifice suprême pour, dans un côté, pour vivre libre et indépendant, le nôtre, et du côté tunisien, les Tunisiens ont payé de leur soutien, ont payé de leur solidarité, car eux, contrairement à d'autres, ne nous ont pas tourné le dos. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les deux peuples et les deux pays sont proches, se multiplient aussi un partenariat d'exception. Preuve en est, sur tous les domaines, effectivement. Dans tous les domaines, et preuve en est, notre Premier ministre, M. El-Arbaoui, est attendu aujourd'hui justement dans la ville tunisienne d'El Kef pour participer aux commémorations officielles avec son homologue tunisien. Et ça, c'est aussi important de dire, c'est que la coopération se forge aussi dans la douleur et suite à des événements. Là, on voit les images, c'est totalement tragique. Et il faut dire que ça nous rappelle ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza, ce qu'on voit aujourd'hui également en Cisjordanie occupée. C'est-à-dire que colon appelle colon, c'est les mêmes méthodes. La volonté du colonisateur est d'exterminer tout un peuple, il faut le rappeler. Toujours le nettoyage ethnique, on en parle à chaque fois. Figurez-vous, ma chère consoeur, ce n'est pas qu'un nettoyage ethnique au sens aussi des corps. Donc c'est une attaque effectivement contre les corps, mais aussi contre la culture, contre l'existence même, parce que une entreprise coloniale, c'est un génocide culturel, physique aussi, parce qu'il y a une liquidation physique et une prise territoriale et un pillage des richesses. Ce qu'on voit aujourd'hui dans un autre pays qui est colonisé, c'est le Sahara occidental occupé, qui est quand même, permettez-moi de le rappeler ce matin, la dernière colonie d'Afrique. D'Afrique, oui. Et c'est inadmissible qu'aujourd'hui, encore en 2025, on puisse voir des territoires colonisés, occupés, des peuples que l'on prive à vivre librement sur sa terre. C'est juste choquant, révoltant et par conséquent inadmissible. Effectivement, donc on est revenu en ta compagnie, Samy, à cette date du 8 février donc 1958 qui nous rappelle encore une fois les sangs qui se sont mêlés. Donc, 79 morts, 79 morts, dont 20 enfants et presque 11, la moitié. Voilà, et 11 femmes et de nombreux vieillards. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu toute une multitude de provocations et de violations de la souveraineté tunisienne quelques jours avant le 8 février, donc en l'occurrence le 1er octobre, le 2 octobre, et puis le 31 janvier également de l'année 1958. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Samy d'être revenu. C'est toujours un plaisir. Voilà. C'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire et on est fiers de rendre hommage à nos glorieux martyrs qui ont consenti au sacrifice suprême pour que nous, aujourd'hui jeunes Algériens, pouvons vivre libres et en toute indépendance sur notre terre et en toute souveraineté. Et surtout ça, surtout cela. En tout cas, merci. Suprême. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Samy, d'être revenu en notre compagnie sur cette date, encore une fois, une date sanglante dans l'histoire donc de la révolution algérienne, mais une date, voilà, une date donc vécue donc par les Algériens et les Tunisiens par la même occasion. Merci beaucoup, Samy. Encore une fois, donc on continue, on va rester toujours dans cette page histoire et cette fois-ci, nous allons revenir encore une fois sur ces méthodes de torture, des méthodes vraiment d'horreur, de torture dans ce reportage et on se retrouve juste après. Qui par le poids du passé, les anciens soldats de la machine coloniale française ont témoigné avec amertume et remords des exactions, des meurtres et des actes de torture infligés au peuple algérien, dévoilant ainsi les horreurs d'une période sombre de l'histoire. Si j'avais été réformé, j'aurais jamais tué personne. Je vivrais mieux maintenant. Je suis devenu un criminel, moi, quand même. On allait pour se coucher, on entendait des cris de plus en plus forts. Et puis ça criait, ça criait, ça criait.
au point que je me souviens avoir mis mon polochon sur la tête, parce que je savais ce qui se passait quand même. L'adjudant nous dit, bon, il m'en faut 6 là. Alors je fais partie des 6, et là je vais vers le bâtiment en dur où j'entendais les cris, et là les 4 mecs étaient étendus. J'ai honte. Je me dis c'est pas possible que des Français soient capables de faire ça. Alors que la France se revendique comme un modèle de liberté et de droits de l'homme, la réalité est bien différente. L'histoire et les faits en attestent. Ces slogans ont servi de façade pour dissimuler un passé sombre et une réalité bien éloignée des valeurs qu'elle prétend incarner. On a martyrisé nous Français, hein, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux. Parmi les crimes odieux de la France coloniale, ceux commis contre le peuple algérien. Meurtre, torture, arrestation arbitraire et crémation d'individus vivants. Ces atrocités ne suffisant pas à assouvir les instincts coloniaux, la France est allée jusqu'à transformer des mosquées en églises ou en écuries, en plus de mener des opérations de nettoyage ethnique. Aujourd'hui, la France se cache derrière le masque des droits de l'homme, oubliant son sombre passé, mais l'histoire, en tant que témoin, demeure une preuve incontestable de ces atrocités. Voilà, c'était donc la torture qui a été faite par la colonisation française ici en Algérie. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au cinéma en compagnie de notre ami Nabil Kitoni. Cette fois-ci, il va s'intéresser aux adaptations des séries au grand écran et ce sera juste après cela. Nabil, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Nabil? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Oui, un peu fatigué ce matin. Un peu fatigué, J'ai eu du mal à me réveiller. Ah. Bon, à trouver le sujet, la thématique, parce que je devais parler, comme le ramadan approche, oui. On devait parler d'une série produite par la télévision algérienne. On commence déjà à avoir un avant-goût à travers les lancements. Oui, une série où il y a beaucoup de têtes d'affiches, c'est-à-dire des grands noms du 7e art, du petit écran aussi, Khaled Ben Issa, Farahim, Zara Harkat, Adila Ben voilà. Et tout ça. Mais on parlera de ça la prochaine fois. La prochaine fois. Alors aujourd'hui, ça va être un choix assez particulier. Donc on va dire l'adaptation des séries au grand écran, n'est-ce pas? Voilà, le passage du petit écran vers le grand écran. Mais avant toute chose, c'est-à-dire, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez reconnaître la musique de ce générique? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Et alors? Ok, d'accord, j'ai compris. Ça me dit quelque chose, j'arrive pas. Allez, vas-y. Il y a le caméraman qui sait déjà. Il faut voir. Si, mais j'arrive pas. Eh ben bon, la famille Adams. Que je me dis, ça remonte tellement à loin. Voilà, la famille Adams, où il y a eu une série, Famille Adams, dans les années 60, voilà, et il y a eu le gros succès du film adapté sur grand écran, avec Angelica Huston, la fille du grand John Huston, Christina Ricci, celle qui a joué la leçon de piano, qui a joué le rôle de Mercredi. Bon, ça c'est la série. Oui. Voilà. C'est qui a connu un gros succès dans les années 60. Il y a La Main, bon, c'est une série que tout le monde connaît. Surtout les années 60, mais en tout cas, on s'est bien régalé, nous. Voilà, et là, vous allez voir l'affiche du film, puis l'adaptation sur grand écran, avec Raoul Qui a été Julia. projeté d'ailleurs dans les cinémas algériens. Non, ça c'est une autre adaptation, c'est-à-dire c'est un reboot, c'est-à-dire plus tard, mais c'était en 91, je crois, en 92, voilà, la série avec Angelica Huston, Raoul Julia, Christina Ricci qui a grandi depuis, voilà, un film qui a connu, que ce soit sur le petit écran et sur grand écran, bon, il y a eu le succès. Mais la première série adaptée sur grand écran qui a eu, c'est-à-dire qui a ouvert un petit peu le bal, c'était une série policière qui à la base était une série policière radiophonique, c'était Dragnet.
Voilà, puis il y a eu la série, puis il y a eu le film avec Tom Hanks. C'était à ses débuts, c'était avant le Tom Hanks qu'on connaît, avant les fameux Oscars, avant Philadelphia, et voilà. Il y a eu cette série-là, puis il y a eu d'autres séries qu'on connaît. Ben, si je vous dis Dr. Kimball. Non, je ne connais pas. Eh ben, Le Fugitif. Les Algériens connaissent Le Fugitif, tout. Ça, je ne connais pas. Là, il y avait le film, la série, Le Fugitif, et il y a eu après le film, le film où c'était voilà, ça c'est la série que vous pouvez voir. Ça, c'est la série qui a connu. C'était aussi le générique qui commençait, Dr. Kimball, les fameux génériques qui donnaient le temps un petit peu. Puis il y a eu le film avec un grand acteur, Harrison Ford, en 93, voilà, avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones. D'abord, après, il y a eu ce qu'on appelle, pas un reboot, ce qu'on appelle un. Oh, j'ai oublié le terme, on en avait parlé la dernière fois. Où de ce film-là, on a fait un film avec Tommy Lee Jones, le marshal qui s'est lancé à la poursuite d'Harrison Ford. Puis il y a eu aussi une autre série, je dirais, je ne sais pas si la musique, elle est connue. Bon, bref. Mission Impossible. Voilà, bravo, okay. Mission Impossible. D'accord. La série. Là, c'est bon. Là, j'allais pas risquer. Parce qu'il y a eu 7 films après adaptés avec Tom Cruise. Oui, voilà. Non, même la série, c'était une série culte. Hein, oui, voilà, exactement. C'était une série culte. C'était une série culte. Et il y a eu le succès, c'est-à-dire l'adaptation sur grand écran, voilà, la série. Voilà, avec le fameux jingle et la fameuse image, là, vous voyez, comme ça, voilà. Ça, c'était connu. C'est aussi ça, c'est-à-dire qui faisait que cette série était culte. Ils ont trouvé, vraiment, ça reste dans l'esprit, c'est-à-dire le générique du film. Parce qu'il y a un truc qu'on devrait parler la prochaine fois, et j'avais abordé dans une émission consacrée à cela, c'était les génériques. Et les génériques de films, peut-être très important. Parce que c'est vrai que parfois, on se rappelle plus du générique. Voilà, et ça donne. Là, je crois que c'était tourné aussi avec John Woo. Par John Woo, l'un des réalisateurs phares, il y a eu Brian De Palma pour le premier, pour le 2 c'était John Woo, après c'était J.J. Abrams, je crois. Voilà, c'est prendre de grands réalisateurs et le succès, il y a 7 épisodes, c'est-à-dire 7 épisodes. On attend encore la suite. Hein. Voilà, justement, ça doit sortir dans pas longtemps. Il y a eu une autre série culte que les Algériens ont connue dans les années 80. Enfin, des années 80, il y avait plein de couleurs, il y avait plein de grands acteurs qui ont commencé, qui ont débuté. Il y a des acteurs qui ont débuté dans cette série. Il y a le caméraman qui me regarde là. Voilà, là on te regarde tous. Là, vraiment, C'était Deux flics à Miami. Ah, Deux flics à Miami. Il y a eu l'adaptation, voilà. Oui. Il y a eu adaptation. Oui, sur grand écran, avec Colin Farrell et Jimmy Fox. Et au début, il y avait le fameux Sonny Crockett et tout. Il y a la série, voilà. Avec Don Johnson. C'était c'était les couleurs, il y a eu beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont débuté dans cette série, qui sont devenus de grands acteurs après. Voilà, il y a eu le film qui a connu toujours un succès, toujours avec cette musique, le générique de film. Voilà, c'était avec Colin Farrell et Jimmy Fox, des acteurs connus qu'on va pas, voilà. Dont Jimmy Fox qui a eu l'Oscar pour son rôle de Ray Charles. Il y a eu aussi plein de séries. Allez-y, allez. Il faut trouver. Je sais pas, j'essaie de me rappeler de toutes ces séries, mais ça remonte tellement à loin. Je sais pas. Il y a beaucoup de séries qui ont connu de succès. Miami Vice, Le Fugitif. Pardon? K2000. K2000, bon, le film, K2000. Je vois qu'il est très. Voilà. David Hasselhoff. Et il y a eu aussi. Il y a eu film, K2000? Ouais, il y a eu le film, oui. Mais je ne me rappelle pas du film. Il y a eu un film, Non, il n'y a pas eu de film. Il attend peut-être le film. Il attend peut-être le film. Il y a eu beaucoup de séries qui ont connu. Mais il y a aussi, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, la mode, c'est d'avoir des films qui vont, c'est-à-dire faire c'est-à-dire leur passage vers le petit écran. Comme Le Seigneur des Anneaux. Oui. Il y a la série. Il y a la série. Il y a beaucoup de films qui n'ont pas forcément connu de succès aussi. Il y a Twin Peaks qui a été adapté dans une série du célèbre réalisateur qui n'est plus seulement David Lynch. Là, c'est Star Trek.
Star Trek, tout le monde connaît Star Trek avec William Shatner, Leonard Nimoy, Captain Spock. Il y a eu l'adaptation. Tu nous emmènes à loin aujourd'hui, Nabil. Hein. Oui, mais Star Trek, en plus, ce qu'il y a, c'est que le passage sur grand écran s'est fait d'abord avec la même équipe. C'est-à-dire, il y a eu William Shatner et Leonard Nimoy qui ont fait. Il n'y a pas de dépaysement alors? Non, il n'y a pas eu de dépaysement au début. Mais après, il y a eu, dans les années 2000, il y a eu le film. Le film qui reproduit un petit peu les mêmes, je dirais, codes. Parce qu'il y a eu aussi, il y a eu aussi le succès. Le succès de ce film. Comme je disais, il y a eu Twin Peaks de David Lynch. Il y a eu Jump Street. Ça, c'est Star Trek, la nouvelle version. Voilà. Enfin, je dois faire une mise à jour, hein, ce qui est sûr. Une chose est sûre, c'est que je dois faire une mise à jour. Il y a Jump Street que j'ai raté, apparemment. La série Jump Street qui a lancé Johnny Depp dans les années 90 et qui a vu, je dirais, la série adaptée sur grand écran. C'est pour dire que le succès, c'est-à-dire le succès d'une série, trouve peut-être parce qu'il y a tellement, c'est-à-dire une approche, c'est-à-dire des séries cultes, il y a eu du succès, donc on se dit pourquoi pas sur grand écran. Comme j'avais dit, celui qui a ouvert le bal, c'était Dragnet. Puis il y a eu le succès de la famille Adams. On s'est dit, allez, pourquoi pas Fugitif et tout ça. Ça ne veut pas dire que toutes les séries qui ont été adaptées sur grand écran ont connu le succès. Effectivement. Par exemple, Chapeau melon et bottes de cuir n'a pas forcément connu le succès escompté sur grand écran. C'était le cas du Le Saint. Avec Val Kilmer, qui n'a pas connu, je dirais, le succès. C'est ce que nous avons dit d'ailleurs la semaine passée, lorsque nous avons parlé des suites. Des suites, c'est un peu le même. Voilà. C'est un peu la même logique. Donc, voilà, encore une fois, c'est le scénario. Peut-être le tournage. Ça ne veut pas dire qu'il y a une série qui a connu un succès phare. Mais il y a, c'est-à-dire maintenant, c'est le passage du film vers le petit écran. Voilà. Voilà, le Seigneur des Anneaux, il y a plein. Au Seigneur des Anneaux, on commence déjà par les romans et ensuite on a déjà la lecture. Exact. Il y a eu aussi les héros de Marvel qui reviennent sur le petit écran à travers certaines séries. Voilà, c'est dit. Et on parle aussi d'Harry Potter qui va apparemment revenir vers le petit écran en série. Voilà. C'est des personnages aussi. On travaille sur des personnages clés d'un film et pourquoi pas en faire une série. Ça a été sur certains films, on s'est dit tiens, le personnage est très important, on va développer le personnage à travers une série, ce qui a été le cas par Marvel pour la série Shield, et voilà, voilà, c'est pour dire. Donc finalement, tout le monde sera servi pour ce qui est des amoureux du 7e art d'une manière générale. En tout cas, merci beaucoup Nabil d'être revenu sur ces séries. Donc on se voit samedi prochain. Je vais parler, samedi prochain. C'est une quinzaine de minutes. Voilà, merci beaucoup Nabil. D'accord. Allez, on se voit samedi prochain. Samedi, et bonne continuation. Continue, donc cette fois-ci, ce sera un reportage de Hamid Rabouh, qui revient sur la mélodie de l'authenticité et du patrimoine. Et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Dans une salle aussi prestigieuse, le public est venu nombreux apprécier le rendu de Selim Fergani, Karim Bourazi et Samir Toumi, 3 maîtres de la musique andalouse, dans un concert intitulé Mélodie de l'authenticité et du patrimoine. Accompagné par l'Orchestre national de musique andalouse, sous la direction de Samir Boukridra, Adil Belkhouja et Naguib Kateb, les 3 artistes ont enchanté le public avec un programme varié. Très applaudi par l'assistance, Selim Fergani a débuté la soirée, captivant ainsi le public dès les premières notes par des tonalités caractérisant le genre melouf. Moi, je suis très ravi, très content d'être mêlé avec nos jeunes, Samir Toumi pour l'école d'Alger et Karim Bourazi pour l'école de Tlemcen. Et كما قلت لكم c'est أنا pour moi اليوم نهار كبير parce que ça va être une première et une expérience à répéter au moins quelques fois, que ce soit Constantine ou à Tlemcen aussi, le même événement, comme ça, le transporter un petit peu dans d'autres villes.
Karim Bourazi a ensuite pris la scène avec son violon, interprétant des œuvres du répertoire Rannati. Son charisme et son talent ont conquis l'audience qui a chaleureusement applaudi chaque note. Je partage la scène avec des grands artistes comme Salim Fergani de Constantine et Samir Toumi d'Alger. Chacun de nous présentera son école de musique, que Rarnati, Sana'a, Malouf. Samir Toumi a clôturé la soirée en présentant un programme vibrant dans le genre Sana'a. Sa créativité et son énergie ont enflammé la salle, entraînant le public dans une danse collective. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable qui a réuni les trois écoles, qui nous a réunis aujourd'hui, moi, de l'école Sana'a, Salim Fergani de l'école Malouf et Karim Bourazi de l'école de Tlemcen Rarnati. On a vu, le public, un public fabuleux, familial. Ça fait longtemps que je fais un public. Les festivals, on est très très contents. Inch'Allah, ça sera le commencement, un bon début Inch'Allah, pour d'autres soirées. Inch'Allah. Le concert de musique andalouse, mélodie de l'authenticité et du patrimoine, est un véritable succès, célébrant les trésors musicaux de l'Algérie. Voilà, alhamdoulilah, on a passé une très bonne soirée اليوم. عجبنا الحال. Il y avait les trois écoles, Santena, Tlemcen, Alger. On a vraiment apprécié les chanteurs, c'était extraordinaire. Ça nous donne une bouffée d'oxygène pour un bout de temps quand même. J'ai beaucoup aimé cette musique, surtout la musique andalouse. Maman nous fait toujours écouter cette musique à la maison et j'ai passé une agréable soirée. Magnifique, on a adoré. Puis j'ai ramené une invitée qui vient d'arriver de New Delhi. Je lui ai fait découvrir le shabi avec Mourad Jafri et là je l'ai ramené pour découvrir autre chose, un autre genre de musique. 2-3 days before I visit a restaurant, there is the music of shabu. And now I visit the opera, the music of Mehu. Opera. Malouf. It's too good. It's a good music? Yes, it's a good music. Traditional music is too good. Et de retour sur le plateau, et on va continuer donc de parler de patrimoine en compagnie de notre amie Amina Zeri. Ce sera juste après cela. Alors, Makash. Amina, bonjour. Bonjour, comment ça va, Amina? Bonjour, Nour Lhani, Nour Houda. Voilà. Je préfère Nour Lhani, j'adore. Moi aussi, j'aime bien Nour C'est un nom Lhani. artistique. Voilà, j'aime bien. En fait, Nour Lhani, c'est pas un nom artistique. Oui, voilà. c'est le nom de ton fils. Voilà, la première partie de mon prénom est celui de mon fils. Je sais, mais il te va très bien en tout cas. Merci beaucoup. Ça va, les bêtes? Ça va, Amina, toujours bien accompagnée. Et le qalb al-louz omniprésent. Ramadan, la confiserie omniprésente durant le mois de Ramadan. Donc, très heureuse de te retrouver, Nour Houda, comme d'hab, et de retrouver mes amis à Canal et bien sûr nos téléspectateurs en Algérie et ailleurs. Donc, comme d'habitude, tous les samedis, un espace consacré à nos traditions, à notre riche patrimoine culturel. J'ai l'honneur de recevoir les femmes ou les femmes d'abord. واش رايك؟ هيا نبداو بها. Je te laisse le choix. Voilà, donc Madame Ben Sakhar Fatiha qui fait un travail extraordinaire pour la promotion et la préservation de notre patrimoine culturel. Elle est venue avec ce joli caftan algérien
جاكي هب المدام مرحبا بك شرفتينا بالحضور تاعك يسلمك donc j'ai le plaisir aussi de recevoir un habitué de Bonjour d'Algérie un amoureux de la nature l'artiste pour les intimes Mohamed Chala Mohamed l'artiste pour les amis les plus proches et un amoureux de la nature il est amoureux d'une région Boucherel qui se trouve à Tenness avant Tenness. Donc, il y a l'amoureux de Boucherel, cette jolie plage extraordinaire. Paradisiaque. Paradisiaque, exactement. Donc, il est venu avec ce joli plat. Mohamed Chala, il est connu, il fait toujours la fusion entre le traditionnel et le moderne. Donc, il a préparé cette jolie recette, ce joli plat. Il vient aussi d'avoir un prix. مرحبا بك محمد. Bon, شاركت في beaucoup de concours. J'ai eu le premier prix في الناير هدايا. D'accord. Avec une recette que جبتها انا اون اكسكلوزيفيتي لهنا في الناير كنت جبتها لهنايا سي طعم تاع البلوط بلي فروي دمار ايزون ابريسي سا وكنت حاب ذاك النهار حاجه اللي كنت متمنيها شغل شفتها بعيني اللي كان ان امباسادور تما تاع الامباسادور تاع الفنزويلا كلا داك الطعم تاع البلوط وامينه كلا كي نقول لك كلا المهم ذاق ذوقها ماشي كلا المهم ياكل المهم اسكو الى ادوري الى تالمو الى ادوري حتى كلا ماشي ذاق واش حاب نقول لك دونك فرح بزاف وشاف هذاك الحاجه هذيك باسكو لا جامي قلت له لي غلونسي البلوط كومون يعني اون في اون ريسيت هكذايا افيك اون كومبليسيتي دو بواسون دو فروي دو مير عجبوا بزاف وانا هذه الحاجه اللي كنت حابها الله يسلمك غراسا كانال الجيري غراسا ان شاء الله كانال الجيري وغراسا ان شاء الله امينه عباك امينه هي ديكوفراتني يا اخي كنا نهضروا في غراسا كانال امينه ديكوفر والله هي غراسا كانال براديو بهجه aussi je salue mes collègues بهجه ان شاء الله j'ai l'honneur aussi Nour Elhani de recevoir un cheikh une très belle voix une très grande voix d'ailleurs il nous fait rappeler un pilier de la chanson شعبي شيخنا الهاشمي قروابي ربي يرحمه بونجور شيخنا مرحبا بك دحمان مرحبا بك انا نقولوا دحمان باسكو سي ان امي سي ان frère mes sœurs parce que vraiment ça m'a fait un très grand plaisir d'être avec vous et dans ce plateau là qui est varié et la rentrée de mois de Ramadan et la suite راهي جايه merci beaucoup pour l'invitation يعيشك دحمان دريش très heureuse de vous avoir parmi nous on commence comme d'habitude avec Zine El Koul j'ai préféré commencer avec Dahman. نخلي لك الاختيار avec le mandol هذه الآلة اللي تحبها بزاف l'incontournable le mandol donc نروحوا لزين القول معاك خيرنا واش حاب نديروا كاش حاجه يعطينا وحده فكرنا فكرنا بالهاشمي هي واعره مع صباح بصح كاع لي زارتيست يقول لك مع صباح جيب راسك ليا واجي نقصرو نشتكيو لبعضنا بحالة الغرام جيب راسك ليا واجي نقصرو نشتكيو لبعضنا بحالة الغرام انا هواوي والفكر العشق حيرو انت بحالي باين عليك بلا كلام نهواوي والفكر العشق حيرو انت بحالي باين عليك بلا كلام حاجه صحة شيخ بلا شيخ ما هو شيخ شيخك لا شيخ وشيخك جبحو خالي هكذا كان يقول لنا الشيخ عبد القادر شلشام جو لي سالي وي بيان سور سي فريمون تربينا معاه شيخك وي قريت معاه ما يخفاكش اختي امينه انا بعد الحنوه شباب 89 افيك معطي باشي الله يرحمه دخلت ديريكتومون الكونسيرفاتوار وين تلاقيت بالشيخ وين عطانا الاندلس الله يبارك يعني عطانا باش بالك رانا معاكم هنايا بوي
واحد كيدير لا باز لازم يزيد يدير رصيده هو ثانيك، لازم يبين روحه باسكو الشجره كي تطلع اسيرتان ليميت لو كان ما تكملش تعاونها بالساقي وبالماء وبالاخر توسكيل الخدمه تاعها ما تزيدش تمد. الور مليح يعني هذه ميم نصيحه للفنانين اللي راهم جايين باسكو مون بروبوزي بالك داتخ ان بروف تاع الموسيقى وهذه ان شاء الله ماذا بينا الجيري كيما صبنا حنايا والدينا واللي كبر علينا شدينا فيهم حتى الحمد لله على كل حال شدنا في ربي بصح ماذا بينا حنا ان شاء الله ولادنا ثاني كيترباو على اسس صحيحه. يا اون بون غوليف كوميم بيان سور. انا كي نقول لك عبد القادر شلشام نقول لك العنق الله يرحمه لانه هو لو بريمي ليف سي لي زيليف سي لي ليف دو الحاج هو وطماش وي سي لا كلاس تاع الحاج محمد العنقا والحاج محمد العنقا سي لا باز تاع سي قاعده تاع سي ليكول سي لو كاردينال هو اللي يمد يكذب عليك. والشعبي هذا اللي ما دارش الاندلس عن طريق شيوخنا الكبار هذو ما يقدرش يكمل لين سويت باسكو الاندلس هو مفتاح بيان سور لو شعبي ديريفي دو الشعبيه مفتاح الموسيقى يعني يقدر يعطيك وين وصلنا الحمد لله وما درنا والو وصلنا وين نكتبوا ونلحنوا ونأدوا الاغنيه هذا بفضل شيوخنا. وتحيه الجزائر. تحيه الجزائر ومرحبا بك. دونك نور الهدى notre invité il est là aussi pour médiatiser son cancer dans le cadre des activités de agriculture ce soir. Donc ce soir ان شاء الله نكون ان شاء الله جو سري سويدانيه ان شاء الله. جو ريميرسي بوكو لاريكولتور فنون وثقافه لا ولايه دالجي. المؤسسه هذه يعطيها الصحه راهي التي بكامل الفنانين تاع ولايه. سالي تو لي زيليمون يعطيهم الصحه. اون لونس ان ابيل اون انفيت تو لي كاين حاجه تري امبورطونت اختي امينه. نعم. بالك الناس ما تعرفهاش ستادير حنا نتلاقاو بالناس هكذا في لاصال ولا في دون دي سواري ولا لكن ما يعرفوش باللي الفنان لو كان ماشي الاداره هي كما يقولوا مفتاح باب باش نتلاقى انا معك مع الجمهور. الور ما نساوش باللي هذو الناس اللي راهم يخدموا في الثقافه نحيوهم كامل. تري بيان دونك اون سالي اريكولتور لو ان سي نعم كامل وي تري بيان. دونك بيرميتي موا دو دوني لا بارول ا مدام سخار. نور الهدى بيان سور durant le mois de Chaban toutes les maisons les foyers à travers tout le territoire national entament une grande opération c'est le nettoyage le grand nettoyage pour recevoir bien sûr Shahr al-Rahma, Shahr Ramadan dans la pureté. C'est un invité exceptionnel. Exactement. Donc les préparatifs, comment se font les préparatifs de Ramadan durant le mois de Chaban en Algérie. Madame Sakhar تكلمينا على هذا الموضوع تفضلي. كما كل العائلات الجزائرية تستقبل رمضان تاعها وتبدا لو غرو ميناج تستقبل تبدا توجد في التوابل تاعها تبدا توجد. نبداو بالنيتواياج. الوغ زمان في القصبه كانوا يديروا الطبياط يقول لك ما يقولوش طبياد يقول لك طبياط يبيطوا كامل الدواور بالجير باسكو الجير ينقي و سي لو سيمبول دو لا بيورتي. احكي لنا شويه على زمان في القصبه. زمان في القصبه كانوا ديجا كانوا النساء هما اللي يجيروا كانوا يحكموا الجير يخلطوا له هذيك النيله الزرقاء. يقول لك داك لا لونسيان شان لا سيليبر شانسون تقول داك السطح العالي اللي مرشوش بالنيله بالنيله الزرقاء يخلطوها في الجير. والنسوه تاع الناس القصبه نساهم هما اللي يبيضوا الجدران تاع البيوت والداله ويديروا الداله. كان يحكموا التوابل يرحوهم يوجدوا الماء نتاعهم. بون l'achat des épices et l'achat de la vaisselle. C'est très important. ولا نتوما من الناس اللي الوغ نوت كاميرا ما نقلي انا من زمان السكريه هذيك ولا لا توال سيري سي تري امبورطون.
كاين ناس يقول لك علاش نو مو شي با كونتر كونترير انا جي ابري اشتي دو لا فيسيل كل رمضان تعلمتها مع غومير حاجه هكذا نسبة وي سي فغي. الناس القصبة كل عام الناس الجزائر نهضر على ناس الجزائر يشروا الماعن كل عام بوغ. كاين ناس اللي يغومبلاسيو الماعن اللي تكسروا لهم بوندون لاني دونك سكيفي يحبوا يعاودوا يجددوا لا فيسيل تاعهم. كاين ثاني زمان في الديور تاع القصبة يحبوا يطيبوا بالفخار كانوا يديروا النافخ ويحطوا بكري على الفطور تاعهم على البكري كانوا يديروها باش يتجمر يديروا هذيك القدره تاع النافخ الكسكاس تاع النافخ اوسي كانوا يطيبوا عليه الشريبه تاعهم. يا حسره واش مغابيل جيتي تري جون جي هابيتي ان كارتي بوبولير لا فوازين تاعنا الله يرحمها خالتي مريم زمان الشتاء صمنا بواحد الوقت في الشتاء البرد راهو دير هذاك النافخ الصباح ونشموا ريحه يقولوا له المرعوب. الوغ المرعوب النافخ هذاك والوغ ايماجين شويه هذيك لي سافور تاع حشيش مقطفه النعناع داك اللحم الجديد الشريبه هذيك وطيب في النافخ الوغ هذيك لودور مازالها نور جو بوغي جامي والله العظيم اي بي تجي بنينه باسكو تجي بنينه وي برون سون طون فينالمون باسكو مجمره على النافخ تجي فريمون بنينه وثاني يوجدوا المقطفه يوجدوا مقطفه قبل رمضان يبريبار المقطفه يحطوها تنشف يحطوها فوق السطوح زمان كانوا يحطوها فوق السطوح في الجفنه هكذا يخدموا مقطفه الفيرميسال اللي يقطفوه بيديهم الجين وي سي بون بالعربيه مقطفه بالعربيه مقطفه مدام سخار بيان سور جيتينا المقطفه سي فداوج سي مو كي اسبانيول داكور سي مو كي اسبانيول فيديوش داكور ومن بعد انتقل وحنا داوش حنا مقطفه خلينا في الجزائر لا في اسبانيا لا في الاندلس في هذا العزم المقطفه جايه لا مقطفه باسكو يقطفوها مدام بن سخار الوغ جيتينا وحنا على بالك لي زالجيريان هكذايا ناس تاع الكرم ما نروحوش يدينا فارغين ني با فينو لي مان فيد جابت لنا القلب اللوز ولي فخوي والقلب اللوز يلي اومني بريزون في رمضان سور توت لي تاب دي زالجيريان اون كونفيزوري تيبيكمون الجيريان ما نلقاوها في حتى بلاد قلب اللوز سي تيبيكمون الجيريان في الغرب يقولوا لها شاميه ماشي كل واحد ينجح فيها وي فيها تكنيك فيها اسرار فيها هكذا رابيدمون لا غوسيت غير رابيدمون بون نعطي لك اون كونتيتي تاع سنيوه بون عندنا 1 كيلو تاع لا سومول ونشينا عندنا 750 غرام دو سكر نبلو هذاك 200 مليلتر تاع الماء داكور كنبلوه شغل كنقولوا نبلوه يعني نفتلوه بلا ما نعجنوه دونك نديرو السميد مع السكر نحكوه بين يدينا افون تو سو فوزي على ما دوكا كاين بيترا تو سي بلو كوم بيان تري بيان بون نحكوه كامل هذاك السميد والسكر نحكوه كامل حتى السكر هذاك يولي ما يبانش خلوه يبات لا وي قلت لكم بعد نديرو بعد نبلوه نخدموه شويه هكذا ونخلوه يبات غدا من داك الصباح اون برون 50 à 60 غرام تاع السمن ندوبوها ونحطوها نفتلو هكذا شويه ومن بعد نزيدو واحد 150 مليلتر تاع الماء داكور ونخدمو هكذا بيدنا دوسمون هكذايا بلا ما نعجنو ونحطوه في سنيوه نفرشو سنيوه ونديرو لها الزيت ونبسطوه ونديرو له كي يطيب ديروا له شربات كي يطيب نديرو له شربات نكونوا وجدناها من قبل تري بيان نهار من قبل تري بيان الوغ نولوا ليك محمد شالا نور الهاني تي زامبرسيون اشوف في هذا سي ان شيف دوفر Jaime. C'est un chef-d'œuvre, vraiment, il y a que ça. Très très bien présenté, et puis ça sent très bon. Hein. اليوم ما حاش نقول لك ذوقي باسكو ما حبيتيش قلتي لي ما تذوقينيش اليوم قلت لك لا قلب اللوز لا محمد اليوم سي اكسيبسيونيل راني مال الفندق سي اكسيبسيونيل معليش اون بو افوار اون ايدي هكذا هذه كل حاجه هذا سي ان بواسون جبتو اكسبري وشغال ما راهوش طايبه هذه حبه حوته جبتها من تما باش ستادير الناس يعرفوا واش كاين في البحر هذا سي لو ميروار تاع البحر
داكور. هذا الشيء هذو لي كولور هذوما ترفدوهم من روسي تاع لو كوراي لا ديفرسيتي اللي عندنا في البحر تاعنا في لا ميديتيراني تاعنا. داكور. هذو هما لي كولور شوفي كيفاش ترفدهم كامل لي كولور من هذاك البحر من هذاك الكوراي وهذا الكوراي هو اللي عنده لا فالور نوتيليتي في الحوت هو اللي كما يقول لك يغذي الحوت هو اللي يغذي الحوت باش حنا يوصلنا باش حنا ناكلوه. هذا سي لو بواسون سوفاج اللي انا نهضروا عليه. Très bien. Donc, dommage, on n'a pas beaucoup de temps, معليش إن شاء الله خطرة أخرى نزيدو نعرضوكم. Je termine en beauté, on termine en beauté. Comme d'habitude. Avec شيخنا دحمان دريج. نخلي لك الاختيار. Alors, je vous laisse le choix. خير لنا واش حبيت. En tout cas, c'est un plaisir d'écouter votre voix et de vous avoir parmi nous ce matin. Vous avez demandé une chanson de Gerwabi درناها إن شاء الله ندير لكم حاجة une chanson تاعي تاع الوالد. تفضل. Et vous serez ce soir donc إن شاء الله أسويدانية إن شاء الله اللي راهم يشوفوا فينا مرحبا بهم. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. Voilà, donc يعطيكم الصحة d'être venu Amina, c'est toujours un plaisir de partager ce moment en ta compagnie, en compagnie de nos invités aussi. Merci Amina, Amina on se retrouve lundi Inch'Allah et puis samedi Inch'Allah avec non Radia elle a pris un petit congé pour se reposer, donc on va la laisser se reposer et puis on va te retrouver quand même lundi et puis on va se retrouver samedi aussi. Oui, très rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. نقول لك برك هذه لا روسيت هذه باش يعرفوا الناس هذه سيبيا مشرمله. Ah d'accord. هذه سيبيا مشرمله عطيتها. Ça c'est intéressant pour Ramadan. Voilà, en tout cas on vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et je vous retrouverai demain Inch'Allah à partir de 8h. Au revoir. عزاز عليا عزاز عليا وما راحتي في الدنيا الوالدين من عينيا ربي يحفظهم ليا ركزا يا ناس في حياتك ما تشوف الواس هما ركزا يا ناس في حياتك ما تشوف الواس يحبوك بكل إخلاص حبوك باللي جيت للدنيا كبروك حتى رجعت لاباس لا تنساش يا خويا عزاز عليا عزاز عليا وما راحتي في الدنيا الوالدين مو عينيا ربي يحفظهم ليا